Bonjour à tous, nous sommes le lundi 9 mars et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment parler du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris FC. Un match nul, j'allais dire une défaite pour l'Olympique Lyonnais, mais non, ça a été un match nul, mais mon quasi lapsus est assez révélateur, ça montre que l'Olympique Lyonnais connaît un véritable coup de frein, chute en dehors du podium de la Ligue 1 et finalement on va se poser la question suivante, est-ce que c'est la fin de la période magique pour les Lyonnais? Est-ce que c'est une méforme temporaire ou est-ce qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se dessiner? On en parlera dans une optique de course à la Ligue 1 puisqu'on parlera également de Marseille qui a eu un match compliqué face à Toulouse mais cette fois qui a été un match victorieux. Il y a Rennes qui a cartonné du côté de l'OGC Nice et ça clôturera la page débrief de rencontre du week-end de Ligue 1. On restera en Ligue 1 pour parler du nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Vous savez que c'est un peu mon kiff de parler des maillots de foot. Et enfin, on restera aussi dans le domaine des maillots mais cette fois davantage business pour parler du sponsor du Real Madrid. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. La magie lyonnaise est-elle passée? Alors certes, tu arraches un match nul dans les toutes dernières minutes face au Paris FC, mais ça reste une contre-performance pour une équipe qui est censée jouer le maintien. Finalement, tu espérais relancer ta série de victoires et surtout, ce match est lourd de conséquences pour les Lyonnais parce que tu chutes du podium de Ligue 1. La magie est-elle passée? La contre-performance est-elle durable ou finalement est-ce une simple question d'alignement des étoiles et de trucs extrêmement temporaires? Pour comprendre ça, on va déjà débriefer la rencontre. Voici les compos qui étaient alignés. T'avais fait tourner, pas de Tolisso, pas de Hendrick. Le premier a fait une top entrée et le second a été nettement plus mauvais. Deuxième match d'affilée où j'ai des choses à redire sur Hendrick et il va falloir que Fonseca arrive à canaliser son talent brésilien parce que c'est le genre de joueur qui peut changer le visage d'une équipe, mais justement, il en a peut-être un peu trop conscience et dans un Noël qui tourne un peu moins bien, il a le syndrome du héros, le fait qu'il soit un petit peu trop gourmand et vraiment, il faut pas remettre en cause le talent d'Hendrick parce qu'il est sûr et certain, mais je pense que c'est encore un très jeune joueur qui a besoin d'être canalisé et pour ça il faut un contexte collectif fort et t'as pas forcément eu ça au cours de cette rencontre. Par contre un collectif fort, tu l'as eu du côté du Paris FC qui a désormais Comboiré sur son banc et qui aligne une proposition de jeu légèrement différente de ce qu'on a vu auparavant. Alors là, tu pouvais pas avoir sur le terrain Kebal et Lopez. Ça fait que forcément, t'as pas eu exactement la même proposition technique, mais de toute façon, tu sens que la proposition elle va davantage être sur une équipe solide, sur une équipe qui va imposer un défi physique et on peut en penser ce qu'on veut, mais force est de constater que jusqu'à présent, c'est pas super beau, mais la formule Comboiré, elle fonctionne pas mal et ça reste un pompier d'exception, même s'il aime pas être qualifié de pompier, il faut avouer qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit qu'il arrive à faire le mieux. Du côté de l'Olympique Lyonnais, en face, t'as eu du mal à répondre à cette adversité physique parce que si t'as été obligé de faire tourner, c'est pas pour rien. Tes joueurs commencent à être fatigués, tes joueurs commencent à prendre le contre-coup de l'enchaînement des matchs. T'as certes été éliminé de Coupe de France, mais t'as le retour de la Coupe d'Europe qui va t'offrir un challenge de taille. Donc va falloir que les Lyonnais arrivent à enchaîner tout ça. C'est un match qui statistiquement était plutôt équilibré. Alors est-ce que c'est la fin de la magie? Je pense que c'est pas aussi simple que ça, parce que même quand l'OL enchaînait les victoires, finalement t'avais un certain nombre de matchs où c'était pas toujours à 100% convaincant, où parfois ça tournait assez favorablement en ta faveur. Là, on semble être de l'autre côté du lancer de pièces, t'as peut-être un petit peu moins de chance, mais les qualités intrinsèques de cette équipe sont toujours là. Pour moi, le gros challenge, c'est la capacité de Fonseca à garder son groupe en forme, concentré, concerné jusqu'à la fin de compétition, essayer de bien cadrer Hendrick et gérer le marathon que les Lyonnais sont en train de connaître. Le classement général est le suivant. Tu te retrouves avec un Lyon qui chute donc du podium au goal average, l'OM ayant gagné à Toulouse, et le Paris FC semble se sauver durablement, pas dur, étant donné que derrière, tu as 5 équipes qui semblent incapables de gagner un match. Est-ce que vous êtes du genre pessimiste ou optimiste? Parce que finalement, pour le match de l'Olympique de Marseille face à Toulouse, j'ai un peu deux lectures. La version optimiste qui me dit qu'enfin, l'Olympique de Marseille a réussi à faire un match où la défense était convaincante. Ils ne prennent même pas un petit but au cours de cette rencontre vu qu'ils gagnent 1-0. Et la version pessimiste, c'est de se dire que Aubameyang n'a pas fait un grand match, que Gouiri n'a pas fait une grande entrée et qu'au poste de numéro 9, ça commence à interroger. Mais vous savez quoi? Moi, je vais plutôt voir le verre à moitié plein. Voici pourquoi. Déjà, les compositions. Bon, vous l'aurez compris à mon introduction,
Lyon, Balerdi et Pavard, un match digne, j'en suis très heureux. Par contre, Aubameyang, c'était compliqué comme Gouiri en entrée. Mais heureusement, tu peux compter sur la régularité statistique de Greenwood pour marquer des buts. Reste que c'est pas l'anglais qui a été mon attaquant préféré, ça a été Pechao, qui a peut-être pas été en réussite dans les tout derniers gestes, mais qui a apporté un gros volume de jeu, qui a apporté beaucoup de déséquilibre. C'est un joueur qui actuellement est en forme, il fait plaisir à voir, et dans un contexte marseillais où tu te demandes un peu tout le temps ce que tu vas voir au cours des rencontres, où c'est un peu dur de s'enthousiasmer désormais parce que tu as un peu la gueule de bois du retour à la réalité, bah c'est vraiment ma petite bouffée d'air frais, c'est vraiment mon éclaircie dans le jeu marseillais. J'aime décidément beaucoup ce que fait Pechao. Tout n'a pas été simple depuis son arrivée à Marseille, mais là franchement c'était relativement convaincant. T'as quand même galéré face à Toulouse, la deuxième mi-temps a été davantage en la faveur du club qui jouait à domicile, t'as été un petit peu neutre à mon goût au milieu de terrain, c'est certes pas un grand match de la part de l'Olympique de Marseille, mais c'est le genre de match qu'il faut gagner dans la douleur si tu veux durablement t'installer sur le classement général. Et justement, j'en parlais lors de mon débrief du match des Lyonnais, ce match il permet à Marseille de remonter au classement général sur le podium. C'est peut-être pas le match qui t'aura apporté le plus de kiff durant cette saison, mais peut-être comment de faire les comptes à la fin d'année, ce sera un des matchs que tu verras très très positivement. Et si Rennes était l'invité surprise dans la course au podium de Ligue 1, parce qu'il faut bien avouer que les Rennais ils cartonnent depuis l'arrivée de Francaise sur le banc. Habib Beye fait certes des choses intéressantes du côté de Marseille, mais là tu sens que les Rennais ils avaient besoin d'un électrochoc et que ça semble plutôt bien fonctionner. A contrario, ils affrontaient des Niçois qui eux attendent encore l'électrochoc. Avec Puel sur le banc, il y avait un petit peu d'amélioration, mais avec l'ancien entraîneur qui est revenu à la maison, t'as l'impression que les Niçois sont à nouveau tombés dans leur vieux travers, à savoir des erreurs qui te plombent la rencontre, parce que le score a été assez sévère, 4-0 pour les Rennais à l'Allianz Riviera, et voici les compositions. Alors les erreurs défensives étaient hallucinantes, Bas a été catastrophique, t'as eu Dante qui a fait une entrée, et justement t'étais dans l'enfer de Dante, c'est le cas de le dire, parce que ça a été un match qui a été très très compliqué, mais Boudaoui au milieu de terrain, c'est un peu la même chose, il a été absolument transparent et tu te rends compte que Nice a manqué de beaucoup de choses au cours de cette rencontre et qu'en face, Rennes c'est quand même une équipe qui est relativement carrée et costaud, hein. Le Paul, il n'est pas deuxième meilleur buteur de Ligue 1 pour rien. Au milieu de terrain, le Stade Rennais avec Valentin Rongier compte quand même pas mal de valeurs sûres de notre championnat français, et avec Ez qui a remis un petit peu de l'ordre dans le bordel que c'était dans le vestiaire rennais, dans la gestion des gros salaires, dans la gestion des égos. T'as peut-être pas une équipe qui a fait le match le plus impressionnant en termes de créativité, et t'as peut-être pas l'équipe qui a non plus absolument rien concédé. Les statistiques sont assez d'ailleurs surprenantes par rapport au score final du match, mais quand t'as un Nice qui s'offre en agneau sacrificiel à enchaîner les erreurs, Rennes est une équipe suffisamment solide pour en profiter. Et le classement général est surprenant, hein, parce que Rennes est seulement à quelques petits points du podium, 3, et c'est assez fou vu qu'ils reviennent des enfers, et Nice de son côté a un matelas de 5 points sur le barragiste, donc ça reste quand même assez confortable, mais attention, j'ai envie de dire que ce qui va peut-être sauver Nice au cours de cette saison de Ligue 1, c'est la nullité de leurs poursuivants. Le nouveau maillot Jordan du PSG, le suivant, alors il rend hommage, je cite, à l'énergie singulière de Paris durant la nuit. Alors horreur ou banger selon vous. En tout cas, le motif reprend les lumières du Trocadéro durant la nuit avec une caméra 360 qui a capté ça. Je vous passe les explications d'un étudiant en BTS communication qui sera de toute façon bientôt remplacé par l'intelligence artificielle. Reste que pour bien analyser ce maillot, il faut avoir en tête les contraintes. C'est pas le maillot à domicile, c'est pas le maillot à l'extérieur, c'est un énième maillot dans la collection, et sur ces maillots supplémentaires on a le droit à de la liberté créative. Donc moi ce que j'attends de ces tuniques, c'est pas d'être quelque chose qui symbolise parfaitement le Paris Saint-Germain, mais c'est d'avoir une grosse force en termes de flow, de streetwear, c'est vraiment d'être les maillots qui se vendent comme des petits pains auprès des jeunes, les trucs que tu vas avoir en terrasse durant l'été. Et sur ça je considère plutôt réussi. Si on prend les points négatifs, pour commencer, le mélange noir et doré, on commence à avoir l'habitude, c'est hyper classe, mais ça devient la solution de facilité. Par contre,
bah, je trouve qu'il y a de l'audace dans ce maillot malgré ça. Déjà le blason et le logo, ils sont affichés d'une manière extrêmement particulière qui plaira pas à tout le monde, mais il faut souligner la tentative et je trouve qu'on est loin du minimalisme habituel du maillot noir. Là il y a une texture qui est bien présente avec évidemment un motif en plus qui est assez atypique. Je trouve que c'est un maillot qui plaira pas à tout le monde, mais c'est justement ça que j'attends des collabs entre Jordan et le Paris Saint-Germain, c'est d'avoir des trucs un petit peu différents, des trucs qui osent, des trucs qui essaient de s'imposer sur le streetwear. On sait que c'est important de développer ce segment pour le PSG et je suis persuadé que ce maillot, on va beaucoup le voir porter. Qu'est-ce que vous en pensez ? 450 millions d'euros pendant 6 ans, 75 millions d'euros par saison, c'est le montant de la prolongation du contrat entre le Real Madrid et Emirates. C'est un montant qui peut paraître absolument hallucinant, mais je trouve que c'est une petite déception et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il fait suite à un contrat qui était re-signé en 2022 aux alentours de 70 millions d'euros par saison. C'était un des contrats les plus importants du football. Pour voir davantage, fallait aller chercher Manchester United, le Barça, Manchester City, c'était à peu près équivalent au Paris Saint-Germain. Donc évidemment, en augmentant ça, le Real Madrid peut se dire qu'il fait un bon deal avec Emirates. Reste que je trouve que dans une économie du football où on voit des augmentations de revenus dans absolument tous les sens, ben là je trouve que l'augmentation de seulement 5 petits millions par saison, elle est relativement timide. Certains diraient que la forme du Real Madrid est un peu moins bonne en ce moment, qu'il y a une partie variable, prime selon les résultats du club espagnol en Coupe d'Europe. Oui certes, mais tout de même, je trouve qu'au-delà de la question de la compétence commerciale du Real Madrid dans la renégociation, ça nous montre un truc qui est un peu plus global, c'est que même les arbres ne poussent pas jusqu'au soleil ou une formule comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit de plus en plus de clubs diversifier leurs sources de revenus, notamment quand on a des projets de rénovation stade, il y a tout un parc immobilier qui est prévu à côté. L'Atlético Madrid fait notamment beaucoup ça en termes de projets en ce moment avec leur nouvel actionnaire. C'est pas pour rien, c'est parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que même dans les pays où les droits TV vont bien, bah, ils peuvent pas augmenter jusqu'à l'infini, et c'est pareil pour les revenus marketing des clubs. Aujourd'hui, ce qui va augmenter un petit peu tes recettes, c'est davantage d'élargir le champ de ce qui peut te rémunérer, plutôt qu'augmenter de façon indécente chaque année tous les revenus que tu as. Et le sponsor maillot du Real Madrid, je trouve que c'est un truc qui est assez symbolique, parce que évidemment, le Real Madrid, club premium, donc leur capacité à renégocier le montant de leur sponsoring maillot donne un peu la température du marché, et là la température, bah, c'est que tu augmentes certes, mais plutôt timidement. Terminé pour le journal du jour, j'ai passé un week-end compliqué à cause de mon FC Nantes, et c'est pas le premier week-end compliqué que je passe à cause de mon FC Nantes. Il y a des rumeurs de changement d'entraîneur en ce moment, donc en fait cet après-midi, je vais m'écarter un petit peu des sujets qui généralement sont porteurs dans le monde du foot, et je vais même avoir un angle plutôt personnel. Je vais parler du FC Nantes, vous l'avez donc compris, mais je vais pas faire une analyse globale du club, de son évolution, je vais plutôt parler de ma pure perception. Je suis assez blasé et ça va être une vidéo qui sera peut-être un peu moins, j'allais dire objective, mais aucune vidéo n'est objective, mais peut-être que je vais pas avoir une approche autant sérieuse que d'habitude dans le souci que j'accorde à l'honnêteté intellectuelle. J'essaie toujours par rapport à mes sujets de prendre une certaine distance, de vous présenter les choses de la manière la plus juste possible, de faire un peu fi de mes biais, parce qu'on a tous des biais. Mais là, finalement, je vais parler de mon club, je vais l'assumer et ça va amener parfois peut-être un peu plus de râlage que ce qu'il peut y avoir en temps normal où j'essaye d'être juste sur les clubs. Mais là, ça va être le supporter blasé qui va parler. Vous allez être mon psy pour dire les choses très concrètement. Donc rendez-vous à 17h pour la séance. J'espère que vous n'allez pas me facturer comme un psy. Allez, salut!